avoir pendant 15 minutes une présentation précise par Emmanuel de ce qui était concrètement réalisé dans le cas de cette étude. Donc Emmanuel Godard, je suis ravie de recevoir aujourd'hui, qui est Head of Insight and Measurement de 3W. Bah oui, c'est en anglais, je suis désolée, c'est ça. Donc on ne va pas t'appeler directrice des études, il paraît que de toute façon c'est plus à la mode. On en a parlé tout à l'heure, donc Insight est le mot à suivre. On verra avec Stéphanie pour le printemps des Insights peut-être l'année prochaine. Je te laisse la parole, Emmanuel. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très contente de terminer ce printemps des études avec vous. Alors avant de commencer, peut-être très rapidement une rapide présentation de qui nous sommes, parce que 3W Relevancy, tout le monde ne nous connaît pas. En deux mots, 3W Relevancy appartient au groupe Casino et notre vocation, c'est d'exploiter l'ensemble de la data des enseignes du groupe Casino, que vous voyez s'afficher ici. Alors que ce soit à des fins d'insight pour les marques, de ciblage, mais également de mesure de la performance de la publicité, notamment sur les ventes. Alors, en ce qui concerne ce dernier point, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de marques de la grande consommation qui s'interrogent sur l'efficacité du digital à pouvoir véritablement générer des ventes. Et en ce qui les concerne, il s'agit, je dirais, à 90% de ventes qui se passent en magasin. Alors, de notre côté, c'est vrai que un des premiers sujets sur lesquels les équipes se sont attelées, ça a été de réussir à pouvoir relier une exposition publicitaire sur le digital à un comportement d'achat en magasin. Alors pour ce faire, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie à l'agence un pixel. Un pixel, c'est un bout de code que l'agence va intégrer dans les créations publicitaires. Et ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir identifier parmi nos 4,5 millions d'encartés des enseignes du groupe Casino, donc Géant, Casino, Monoprix, Franprix, de pouvoir identifier parmi eux ceux qui ont été exposés à la campagne versus non exposés à la campagne. Et puis ensuite, on va s'intéresser à tous ceux qui ont été exposés à la campagne et que l'on a vu passer en magasin. Et puis pour chacun, on va aller rechercher parmi les non-exposés, j'ai envie de dire son jumeau, c'est-à-dire un individu qui, lui, n'a pas été exposé à la campagne, qui a le même profil, c'est-à-dire qu'il a le même âge, il habite au même endroit, il a la même fréquence de passage en caisse dans nos enseignes et aussi il a les mêmes comportements d'achat à l'égard de la marque. Très concrètement, pour un exposé, on va regarder combien est-ce qu'il a dépensé au cours des 3 mois qui précèdent la campagne sur le produit en campagne, sur la marque, sur la catégorie, et lui trouver parmi un non-exposé celui qui a exactement le même comportement. Et ce qui va nous permettre, en fait, in fine, c'est d'avoir 2 échantillons, exposés, non exposés, qui ont exactement le même profil, et en comparant leur comportement d'achat avant versus pendant plus après la campagne, de pouvoir mesurer justement l'impact généré par la campagne digitale sur les ventes en magasin. Et ce que nous avions envie de partager avec vous aujourd'hui, ce sont les premiers enseignements qui sont issus de notre premier benchmark aussi, réalisés sur la mesure d'impact de plus de 70 campagnes digitales, donc mesure d'impact de 70 campagnes digitales sur les ventes en magasin, des campagnes qui concernaient aussi bien des produits de l'alimentation, des produits de l'entretien, ainsi que des produits d'hygiène beauté. Sachant que dans le cadre des campagnes que nous avons mesurées, nous avons aussi bien mesuré des campagnes display, donc des bannières publicitaires, que des campagnes vidéo en ligne. On a mesuré aussi bien des campagnes qui ont pu être opérées par nos équipes que des campagnes qui ont été opérées par des tiers. Et de la même manière, on a aussi bien mesuré des campagnes qui s'appuyaient en termes de ciblage sur des données de comportement d'achat que des campagnes qui s'appuyaient sur un tout autre ciblage. Alors, le premier enseignement, bien entendu, qu'on avait envie de partager avec vous, c'est que incontestablement, le digital influe sur les comportements d'achat des consommateurs. En effet, sur l'ensemble des campagnes qu'on a mesurées, 75% d'entre elles
montre un impact positif sur les comportements d'achat des personnes exposées sur la marque qui était en campagne. Très concrètement, ce que l'on observe, c'est un incrément moyen de plus 9% de chiffre d'affaires auprès des personnes qui ont été exposées à la campagne, sachant que cette augmentation du chiffre d'affaires, il se fait essentiellement par un gain d'acheteurs. On a en moyenne plus 10% d'acheteurs auprès des exposés à la campagne, donc plus 10% d'acheteurs qui n'auraient pas acheté s'ils n'avaient pas été exposés à la campagne. Ce que l'on a vu aussi, c'est qu'on a certaines familles de produits qui sont plus propices que d'autres à générer des ventes en magasin. C'est notamment le cas des produits pour bébés. Alors c'est vrai que quand on est sur un univers bébé, on a des parents qui s'informent beaucoup sur le digital et puis qui sont particulièrement impliqués dans le choix de leurs produits. Et on est ici sur une catégorie de produits où on enregistre en gros un lift moyen de plus 14% de chiffre d'affaires incrémental auprès des exposés. Et à contrario, c'est vrai que quand on est sur des catégories de produits qui sont peut-être plus routinières, moins impliquantes, comme c'est notamment le cas de produits d'entretien, à moins d'avoir vraiment une nouveauté à proposer ou alors une campagne qui relaie une très forte promo, les marques ont quand même plus de mal à faire bouger les lignes sur leurs ventes en magasin, ou tout du moins en ce qui concerne leurs ventes à court terme. De la même manière, on voit que les campagnes vont agir différemment en fonction du type de population qui est exposée à la campagne. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on a effectivement des jeunes foyers, des familles qui sont beaucoup plus réactifs que les seniors. Là, ce que l'on voit, c'est que parmi toutes les campagnes qui ont eu un impact, 65% d'entre elles ont eu un impact auprès des jeunes foyers, 75% auprès des familles, 25% seulement auprès des seniors de 55 ans et plus. Et quand on regarde ce qui se passe chez les 55 ans et plus, c'est pas qu'ils ne soient pas internautes, je veux dire les 55 ans et plus, ils sont sur Internet comme tout le monde. La seule chose, c'est que, et c'est vrai qu'on l'a vu au travers d'autres études que l'on a pu réaliser, on a une population ici dont il est plus difficile de changer les comportements et les habitudes d'achat, et puis également une population qui va être peut-être davantage adressée par d'autres médias, et notamment par la télé. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les campagnes que l'on a mesurées, c'est aussi bien des campagnes avec des bannières publicitaires que des vidéos en ligne. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, on a autant de campagnes, en tout cas la même proportion de campagnes, qui montrent un impact que l'on soit sur des campagnes avec des bannières publicitaires qu'avec des vidéos publicitaires. En revanche, lorsqu'on commence à regarder un petit peu plus en détail les formats, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les vidéos en ligne et les formats habillage de pages génèrent un niveau d'impact sur les ventes en magasin qui est nettement supérieur à celui des bannières publicitaires. Au-delà de ces formats, on a voulu également regarder si l'environnement de diffusion et plus concrètement le contexte de diffusion pouvait avoir un impact sur les ventes. Alors quand je parle d'environnement contextuel, il s'agit d'avoir un environnement de diffusion de la publicité et un contenu dans lequel est diffusée la publicité qui est en adéquation avec le produit qui est poussé dans la campagne. Donc, typiquement, pousser une campagne sur un produit alimentaire sur un site de cuisine par exemple, ou un produit de beauté dans un environnement qui a attrait à des produits de beauté. Et ce que l'on voit ici, c'est que le contextuel et l'environnement contextuel semblent véritablement montrer un impact sur les ventes en magasin. Alors quand je dis semble, c'est parce que si on avait voulu bien faire les choses, et en tout cas pour bien faire les choses, parce que la volonté elle y était, il aurait fallu pouvoir sur une même campagne avoir une partie de la campagne diffusée dans un environnement contextuel, une autre partie de la campagne diffusée dans un environnement non contextuel et pouvoir comparer les deux. Ça, on n'a pas eu la possibilité de le faire parce qu'on n'avait pas de campagne qui s'y prêtait.
En revanche, ce que l'on a constaté, c'est que toutes les campagnes qui étaient diffusées dans un environnement contextuel ont toutes montré un impact sur les ventes en magasin. On a voulu aussi regarder si la durée de la campagne pouvait avoir un impact sur les ventes. Alors tout d'abord, force est de constater, quand on regarde toutes les campagnes qu'on a mesurées, c'est que plus de la moitié d'entre elles, on était sur des campagnes qui duraient 4 semaines ou plus, et on a 80% qui étaient d'une durée minimum de 3 semaines. Donc on a peu de campagnes sur lesquelles on était sur une durée de moins de 3 semaines. En revanche, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que même sur des campagnes qui sont des campagnes qui ont duré dizaines de jours, quinzaines de jours, on a pu enregistrer des impacts significatifs sur les ventes et que finalement, la durée de la campagne n'impacte pas à elle seule la performance de la campagne en magasin. Autrement dit, la durée de la campagne, à elle seule, ne constitue en rien un critère qui va pouvoir assurer la moindre performance. Et puis enfin, les derniers éléments qu'on a bien entendu voulu regarder, c'est si on notait un lien entre l'engagement généré par une publicité en ligne et puis derrière les performances de la campagne en magasin. Et un des critères clés de l'engagement suscité par une campagne en ligne, c'est le taux de clic. Et là, de façon, j'ai envie de dire, tout à fait certaine, on n'enregistre absolument aucune corrélation entre un taux de clic et derrière les performances en magasin. Comme on le voit ici, en fait, on a autant de campagnes qui ont eu un taux de clic élevé avec des performances en magasin moindres que de campagnes avec un taux de clic faible et de très bonnes performances en magasin. Autre indicateur de cet engagement en ligne, c'est en ce qui concerne la vidéo, le taux de complétion. Alors quand on regarde les campagnes qu'on a mesurées, on était quand même sur un taux de complétion qui était assez élevé, en moyenne plus de 70% de taux de complétion. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'une vidéo publicitaire en ligne n'a pas besoin d'être vue à 100% pour avoir un impact. Et on a pu observer des impacts qui étaient au même niveau, voire même supérieurs, pour des vidéos qui ont été vues aux 2/3 que pour des vidéos qui ont été vues dans leur intégralité. Donc ce qui veut dire que cet objectif de vouloir à tout prix obtenir un 100% de taux de complétion pour une campagne n'est pas forcément judicieux et qu'il y a tout un tas d'autres éléments dont la créa bien entendu, mais également le ciblage, l'univers de diffusion qui sont peut-être bien plus importants ou en tout cas vouloir, parce qu'on voit pas mal de marques vouloir à tout prix avoir un taux de complétion de leur campagne à 100%. Je pense encore une fois que c'est une erreur de leur part parce que ça génère une obligation de ne plus cibler, du tout. Et nous, on voit de notre côté à quel point c'est peu pertinent. Donc pour conclure, et j'ai envie de dire en synthèse de tout ce que l'on a, tout ce qu'on s'est dit ici, je pense que le premier enseignement, c'est tout d'abord de se dire que l'engagement publicitaire généré par une campagne ne permet en rien de présager des performances ensuite de la campagne, ou en tout cas de ses performances en ce qui concerne les ventes en magasin. La deuxième chose que l'on voit également, c'est qu'une combinaison entre un ciblage qui s'appuie sur des données de comportement d'achat et des données sociodémographiques permet de maximiser l'impact. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on a certaines populations qui sont moins réceptives à la publicité digitale. Ce que l'on a vu également, c'est que même si les campagnes avec des bannières génèrent de l'impact sur les ventes en magasin, en revanche, on obtient des niveaux d'impact qui sont plus élevés avec certains formats, c'est notamment le cas de la vidéo en ligne et de l'habillage.
Et puis enfin, le dernier point a l'air de l'audience planning, où on va chercher avant tout à cibler des individus. Je pense que c'est important ici de rappeler que l'environnement de diffusion et le contexte de diffusion est également extrêmement pertinent. Et donc une association entre de l'audience planning et du média planning fait tout son sens. Donc voilà en gros les premiers enseignements qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour conclure, je vais juste reprendre une étude qui a été publiée par Bain dernièrement et qui s'attachait à faire le lien, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui s'attachait à faire le lien entre la maturité des entreprises à mesurer tout ce qu'elles mettaient en place et puis derrière la performance même de l'entreprise. Et il ressort de cette étude que les entreprises qui sont les plus matures en termes de mesure de leur efficacité, eh bien, sont 4 fois plus performantes que celles qui sont le moins matures dans ce domaine. Et donc, bien naturellement, j'ai envie de dire que notre volonté, c'est de continuer à travailler et puis à continuer à développer des outils qui vous permettent de pouvoir mesurer toujours mieux votre efficacité de manière à être et à rester parmi ces plus performantes. Merci. Merci.